Selon Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, il faudrait supprimer 100 000 postes dans la fonction publique territoriale d'ici 2030, ce qui permettrait de faire une économie d'environ 4 milliards d'euros par an. Si sur le papier, ce genre d'annonce tonitruante semble mettre le doigt sur une source d'économie intéressante pour les finances publiques, dans la réalité, ces 100 000 postes, ils sont loin d'être des emplois fictifs. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que dit le rapport de la Cour des comptes à propos des efforts financiers que les collectivités doivent fournir pour participer elles aussi au redressement des finances publiques. Vous l'avez deviné avec mon intro, je vais être un peu critique vis-à-vis de ce rapport parce que je le trouve trop succinct, hein, une centaine de pages alors que la question est complexe, et du coup, des raccourcis sont faits. Mais dans un premier temps, je vais vous présenter un résumé de celui-ci pour savoir de quoi on parle. Petit aparté avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous préparez un concours de la fonction publique territoriale, vous pouvez évidemment être interrogé là-dessus en ce moment, donc il faut vous y préparer. Si par contre vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous ne préparez aucun concours, j'espère vous apporter quelques éléments de nuance sur le traitement médiatique que subissent les collectivités ces derniers jours. Parce que non, elles ne dilapident pas tout l'argent public dans des ronds-points plus ou moins artistiques, leurs agents ne sont pas payés à prix d'or pour travailler seulement 32 heures par semaine, ou alors, bon, j'aimerais bien savoir où pour postuler, mais bref, les choses sont plus complexes que ce que vous pouvez entendre, et ça ne veut pas dire non plus que tout est parfait, loin de là. La gestion des deniers publics, c'est une question primordiale, et des pistes d'économie du rapport de la Cour des comptes sont d'ailleurs intéressantes. Et pour voir tout ça dans le détail, on passe tout de suite sur la carte mentale. Dans cette carte mentale, on va donc voir ensemble si les collectivités sont trop dépensières en se basant sur ce rapport de la Cour des comptes. On va voir ça en 3 temps. D'abord, on va voir ensemble un état des lieux financiers des collectivités, assez rapidement. Ensuite, on va voir, selon la Cour des comptes, quel est le rôle des collectivités dans le redressement des finances publiques, hein, quelle est la part des collectivités dans cet effort global à faire. Et puis, on va aussi voir ensemble quelques éléments de critique. Donc, si on commence par cet état des lieux, on peut dire qu'il y a une croissance du déficit global des collectivités en 2024. Ça, c'est factuel, mais pour aller plus loin, on peut dire 2 choses. C'est que c'est dû à des dépenses dynamiques, c'est le terme employé par la Cour des comptes dans son rapport, mais il y a aussi des réalités différentes entre les catégories de collectivités. Hein, c'est pas la même réalité entre les départements et les communes, par exemple, on va le voir. Pour comprendre ce que la Cour des comptes appelle les dépenses dynamiques, on va voir dans les 2 sections traditionnelles, donc en fonctionnement et en investissement, ce que ça veut dire. Donc en fonctionnement, ça veut dire qu'il y a une hausse de la rémunération des agents, par exemple, qui vient aggraver la situation financière. En termes d'achat aussi, que ce soit des biens matériels ou des prestations de services, il y a une augmentation. Il y a aussi une augmentation des aides sociales, etc. Donc tout ça, ce sont des dépenses en plus pour les collectivités. Et ça représente plus 5,4% entre janvier-août 2024 par rapport à la même période, donc janvier-août, de l'année dernière, en 2023. Donc en un an, sur cette même période de janvier-août, hein, en 8 mois à peu près, on a plus 5,4% de dépenses en fonctionnement, ce qui peut paraître anormal et assez important. En investissement, c'est un peu le même topo, c'est même pire, puisque la progression dans cette même période, hein, entre janvier-août 2024 par rapport à l'année d'avant sur la même période, donc janvier-août 2023, c'est une augmentation de plus 13,1%. Donc ça, c'est pour le bilan froid et objectif. Maintenant, on va se demander si cette augmentation, elle est due à un échelon en particulier, hein, les départements, les régions ou le bloc communal, ou si c'est quelque chose d'assez commun à ces 3 niveaux de collectivité. Donc, ce que nous dit assez rapidement le rapport, c'est qu'il y a des réalités différentes entre ces niveaux de collectivité. Pour le bloc communal, on a effectivement une hausse des dépenses, mais la situation financière reste solide. Et ça, c'est dû à la dynamique, on va dire, entre guillemets, des impôts fonciers. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les propriétaires, puisque concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la taxe foncière a augmenté. On l'a vu, c'est à peu près 30% en 10 ans. Certains disent même qu'il y a eu un mécanisme de compensation suite à la suppression de la taxe d'habitation. Et c'est vrai que, bon, on peut y voir une corrélation. Certaines communes ont d'ailleurs abusé, hein, en termes d'augmentation, on n'est pas à 30%, mais on est à bien plus dans certaines communes. Mais c'est évidemment pas le cas de toutes les communes, et c'est même loin d'être la majorité d'entre elles qui ont exagéré ces hausses d'impôts fonciers. En tout cas, c'est un critère. On en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est un critère qui fait que la situation financière reste solide au sein du bloc communal avec cette marge de manœuvre qu'ils ont encore sur cet impôt.
Les départements, par contre, là, c'est une autre histoire. Parce que eux n'ont plus de levier d'impôt. Ils sont tributaires, même si c'est pas seulement ça, mais en grande partie quand même des DMTO, donc les droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle communément les frais de notaire. Enfin, en tout cas, une partie des frais de notaire. Et ces DMTO ont baissé drastiquement suite à la crise immobilière qu'on connaît actuellement, avec des prix quand même assez inaccessibles, malheureusement, pour beaucoup de personnes, et puis une hausse des taux aussi, qui fait que pareil, les banques ferment les robinets, beaucoup n'arrivent pas à obtenir de crédit immobilier, ou alors ils pourraient en obtenir, mais c'est quand même trop cher pour eux dans leur budget, donc ils y vont pas, avec des taux à 3,5-4% par exemple au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, cette crise immobilière a des répercussions sur les recettes des départements, alors même que, vous voyez ce que j'ai écrit ici, il y a une hausse des dépenses sociales. Les départements sont bien sûr l'échelon local des dépenses sociales, avec le RSA, avec des aides pour les handicapés, etc. Donc on voit que cette crise aussi financière, elle touche particulièrement les départements du fait de cette moindre rentrée d'argent, hein, il y a moins de recettes qui rentrent, alors qu'en même temps, il y a une hausse des dépenses, mais qui sont des dépenses obligatoires, hein. La hausse des dépenses sociales, c'est pas du fait des départements, c'est quelque chose qu'ils sont obligés d'assumer. Ensuite, pour les régions, il y a également une hausse des dépenses, mais on observe une progression ralentie des recettes de TVA. Pareil avec les récentes réformes financières qui régissent les collectivités, les régions sont relativement tributaires des recettes de TVA, et comme la progression est ralentie, eh bien on observe une certaine friction financière également au niveau des régions. Donc maintenant qu'on a dressé cet état des lieux, on va s'intéresser au rôle des collectivités dans le redressement des finances publiques. Elles ont évidemment un rôle à jouer, et moi dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire que les collectivités n'ont aucune marge de manœuvre et qu'elles peuvent dépenser à tout va. C'est bien sûr pas mon propos. Et le rapport de la Cour des comptes nous le dit, en 2023, les dépenses locales, c'est environ 18% des dépenses publiques globales, donc si on prend aussi l'État, l'hospitalière, les dépenses sociales, etc. Donc c'est presque 1/5 des dépenses globales, donc évidemment c'est aussi une masse importante sur laquelle il faut avoir des leviers. Donc ce qu'on nous dit dans le rapport, c'est qu'il y a des marges d'amélioration, par exemple sur les dépenses de personnel, sur les effectifs, sur le temps de travail, sur l'absentéisme. Et c'est vrai qu'en ça, la Cour des comptes se veut assez critique sur ces postes. Là où on va le voir plus en détail dans la partie critique, il y a quand même des choses à nuancer. Par exemple, sur le temps de travail, on a quand même assez peu de collectivités aujourd'hui qui sont sous la barre des 35 heures. Moi, par exemple, dans ma petite expérience en tant que fonctionnaire dans la territoriale, j'ai jamais vu une collectivité sous la barre des 35 heures. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. On a toujours été sur les bases légales, hein, tout simplement, en 35 heures avec 5 semaines de congés payés, ou alors en 39 heures payées 35, et donc avec nos 5 semaines de congés payés, plus les 4 heures de RTT qu'on faisait en plus et qui n'étaient pas payées, qu'on récupérait en fait en RTT tout simplement. Donc voilà, j'ai jamais vu, même si je sais que ça existe, des collectivités comme ça qui, je sais pas, payaient les gens 35 heures et ils en faisaient 30 ou 32. C'est vraiment quelque chose à la marge. Ça veut pas dire qu'il faut pas revoir ces systèmes-là, là où ça existe, mais c'est pas là-dedans qu'on va faire des économies formidables. Et puis, il faut pas laisser croire aux gens que dans la territoriale, on travaille moins que ce qu'on est payé. C'est évidemment faux. Pour l'absentéisme, pareil, il faudrait corréler, et ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé que le rapport de la Cour des comptes fasse, c'est de corréler le type de poste avec le taux d'absentéisme. En gros, dans la territoriale, on a 70-75% des effectifs qui sont des agents de catégorie C, avec beaucoup d'agents de terrain, des agents techniques, avec des boulots physiques. Et donc ça, c'est aussi une réalité dans le privé. Sur ce type de poste, il y a plus d'absentéisme, hein, par rapport à des postes de cadre, par exemple. Et donc j'aurais bien aimé qu'il y ait une analyse un peu plus fine, plutôt que de dire, bon voilà, en gros, il y a un taux d'absentéisme qui est très fort dans la territoriale, il faut comparer des choux avec des choux et des carottes avec des carottes. Mais malheureusement, ce travail n'a pas été fait. Ensuite, sur les achats que font les collectivités, il y a une gestion à améliorer. En termes d'investissement, également, la Cour des comptes note qu'il y a une sélectivité inégale. Alors là, pareil, on reste un peu sur notre faim, on aurait aimé avoir beaucoup plus de détails avec des données chiffrées sur des projets qui auraient été inutiles. Et puis sur les intercos, la Cour regrette que la mutualisation des services et des équipements n'est pas encore au top. Hein, il faut améliorer ça. Et ça, effectivement, c'est une vraie piste d'amélioration.
La lutte contre les doublons, c'est un grand classique. C'est une réalité que même moi j'ai pu voir à travers ma petite expérience, avec parfois plusieurs niveaux de collectivité, dont des intercos qui agissent sur un même dossier. Hein, on peut avoir des fois une interco avec la région, avec encore un autre niveau administratif qui vont financer un même projet. Donc ça veut dire que ça mobilise des équipes dans ces trois administrations. Bref, c'est pas optimal et là-dessus, il y a, je pense, un vrai coup de pied à donner dans la fourmilière. Ça, c'est pour moi aussi une réalité. Ensuite, la Cour nous dit qu'il faut ralentir les recettes des collectivités. Il faudrait, par exemple, ne plus indexer automatiquement sur l'inflation la valeur des locaux d'habitation assujettis à la taxe foncière. Ça permettrait de lutter contre la hausse de la taxe foncière, mais pas complètement non plus, puisque les collectivités elles-mêmes ont leur mot à dire. Mais c'est vrai que ce sujet de la taxe foncière, c'est quand même un sujet de tension entre d'un côté l'autonomie des collectivités qui serait pas à remettre en cause, et en même temps la volonté d'avoir des garde-fous pour que certaines d'entre elles n'abusent pas non plus. Et puis surtout, c'est l'annonce choc de la Cour des comptes, c'est qu'il faudrait moins 100 000 emplois d'ici 2030 dans la territoriale. L'idée pour eux, c'est de revenir au niveau du début des années 2010, puisqu'on nous dit que entre 2011 et 2021, les effectifs d'agents locaux ont cru d'un peu plus de 100 000 agents, donc plus 5,5%, en l'absence pourtant de nouveaux transferts de compétences de l'État aux collectivités. Et cette phrase, elle est vraiment importante, c'est peut-être la plus importante du rapport, puisqu'elle est fausse. Elle est relativement fausse, je vais dire, pour être précis. Effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas eu de transfert de compétences massif, il n'y a pas eu une vraie loi de décentralisation dans ces 10 dernières années qui transfère massivement et clairement des compétences de l'État aux collectivités. Donc en ça, on pourrait dire c'est vrai. Mais la Cour joue sur les mots, ou pire encore, les auteurs ne sont pas au courant de ça, et du coup ce serait plus grave, c'est qu'il y a eu quand même des transferts de charges de l'État aux collectivités, mais ça, on va le voir plus en détail dans la partie critique. La Cour propose d'arriver à ce chiffre de moins 100 000 d'ici 2030 par le non-remplacement d'une part minoritaire des départs en retraite. Alors, est-ce que ce serait un départ sur deux qui serait pas remplacé comme l'avait fait Sarkozy à l'époque ou une autre formule, ça on le sait pas tout à fait. Et en tout cas, ça représenterait une économie de 4,1 milliards d'euros par an à partir de 2030. Donc si d'ici 2030 cet objectif est atteint, eh bien ça fait 4 milliards d'économies par an sur le budget des collectivités territoriales. Alors on en arrive à la partie critique. J'ai commencé à l'évoquer dans la présentation, mais il y a quand même pas mal d'éléments de critique à donner, par exemple sur les dépenses de fonctionnement. Et d'ailleurs, je vais commencer par des éléments critiques que la Cour fournit elle-même dans le rapport. Le rapport n'est pas non plus un rapport à charge, même si je trouve que certains points sont imprécis. Mais voilà, en tout cas sur certains points, elle-même dit que certains facteurs, comme l'augmentation du point d'indice, n'est pas du fait des collectivités. Il y a eu une augmentation de plus 1,5% au 1er juillet 2023. Donc mécaniquement, en 2023, de la période de janvier à août, ça n'a pas trop impacté les finances locales. Par contre, en 2024, comme ça a été mis en place l'année d'avant, eh bien dès janvier et jusqu'à août, il y a eu un impact financier du fait de cette augmentation du point d'indice. Donc ça, évidemment, c'est pas du fait des collectivités. Autre chose qui a été imposée aux collectivités, c'est l'augmentation de 5 points, enfin plus 5 points d'indice à tous les agents au 1er janvier 2024. Donc ces deux mesures conjointes, évidemment, ça fait plus de dépenses de fonctionnement dans les collectivités, mais qui sont pas de leur fait. C'est pas elles qui ont décidé d'augmenter ce point d'indice et de donner plus de points à tous les agents. Il y a aussi quelque chose qui est un peu mécanique, c'est qu'on a une progression des agents dans les catégories, et en plus avec une population assez vieillissante. Donc on a des agents à la fois de plus en plus vieux, vous me pardonnerez le terme, et qui sont de mieux en mieux payés. De façon mécanique déjà, même s'ils restent dans la même catégorie, ça c'est le système classique dans la fonction publique, notre salaire augmente petit à petit, et en plus de ça, il y a une progression via les concours internes, via les promotions, et ça, heureusement que ça existe, parce qu'on a aussi des agents qui sont motivés, qui veulent évoluer, qui veulent progresser dans leur carrière, et donc pareil, ça c'est pas forcément quelque chose qui serait à remettre en question selon moi. Autre facteur extérieur dont la Cour parle, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'agents contractuels. Alors ça, par exemple, c'est la loi de 2019 qui permet d'avoir plus recours à ces agents,
Mais c'est aussi un état de fait qui est que les collectivités ont de plus en plus de mal à recruter, notamment des agents titulaires. Sur certains postes assez techniques, on trouve pas forcément les bons profils. Par contre, on va les trouver à l'extérieur. Et il va falloir payer ces gens qui ont ces compétences, hein, donc il va falloir les payer relativement correctement pour les attirer. Donc, ça peut coûter plus cher d'avoir des agents contractuels par rapport à des agents titulaires. Donc ça aussi, c'est un des facteurs. Et puis un autre facteur extérieur qui n'est pas dû aux collectivités, c'est la hausse des dépenses sociales. Elles sont en effet revalorisées en fonction de l'inflation. Et vu la période inflationniste qu'on connaît, il y a eu quand même une grosse hausse des dépenses sociales. Alors je ne parle pas du point de vue des bénéficiaires, hein, évidemment. Pour eux, c'est toujours aussi compliqué. Mais par contre, du point de vue global, hein, en termes de finances globales pour les collectivités, ce sont des gros ajouts qui se jouent ici. Et puis, on a aussi de plus en plus de bénéficiaires, malheureusement aussi, mais c'est comme ça. Et donc ça, ce sont des dépenses contraintes. Hein, tout ça, ce sont des dépenses contraintes. Et malheureusement, dans ces dépenses de fonctionnement, on n'a pas de chiffres exacts qui viennent nous dire, bah oui, mais ok, il y a eu un peu plus de 5% de hausse de dépenses de fonctionnement entre 2023 et 2024. Quelle est la part due à des choses extérieures, hein, ces caractéristiques-là, et quelle est la part due aux collectivités qui ont mal géré. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. C'est une photographie à laquelle on n'a pas accès et pourtant ce serait ça qui serait vraiment intéressant. Ensuite, sur les dépenses d'investissement, on nous dit que les communes et les intercommunalités réalisent leurs projets, donc leurs projets d'investissement, avant les élections de 2026. Mais ça, c'est vrai que c'est une caractéristique un peu classique. Dans un mandat local, on n'a pas forcément des dépenses d'investissement qui sont lissées de la même façon sur toutes les années du mandat. On a en général comme ça, dans le budget, des années sur la fin du mandat, où on a plus d'investissement. Donc c'est une mécanique habituelle et c'est vrai que de comparer du coup l'année 2023 et l'année 2024, ça n'a pas forcément de sens sur les dépenses d'investissement dans le bloc communal. Pour être plus précis, pour voir s'il y a vraiment une augmentation, il faut faire ça de façon pluriannuelle, d'un mandat à un autre, et aussi en prenant en compte l'inflation. Bref, vous voyez que c'est un mécanisme sur l'investissement qui est plus complexe que sur le fonctionnement, et donc ça méritait un peu plus de nuances, un peu plus d'analyse que ça. Mais en tout cas, la Cour des comptes a quand même conscience aussi de cette limite. Et puis surtout, on en vient à la critique principale qui est le fait que la Cour des comptes dit qu'il n'y a pas de transfert de compétences depuis 10 ans hein, entre l'État et les collectivités. Et comme je le disais déjà un peu tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de grande loi de décentralisation, mais il y a quand même plusieurs transferts de charges qui sont pas ou mal compensés. Et ça, je le sors pas de mon chapeau. Depuis un certain temps, on a les associations d'élus locaux qui se plaignent de cette réalité. L'État transfère de plus en plus de charges un peu, alors en catimini, c'est un bien grand mot, mais vous voyez l'idée, c'est pas à travers une grande loi, c'est comme ça un peu au compte-gouttes. C'est par exemple l'entretien des digues, c'est l'obligation, entre guillemets, de recruter des policiers municipaux. Hein, on a une hausse de l'insécurité, les effectifs de police nationale ne suivent pas forcément, donc on a des collectivités locales, y compris celles qui sont à la base assez réfractaires hein, à l'idée de mettre plus de caméras ou plus de policiers municipaux, eh bien même ces collectivités-là se voient un peu contrainte de mettre plus de moyens dans la sécurité. Donc c'est pour ça que je mets obligation entre guillemets. C'est pas une obligation, mais on voit bien qu'il y a une pression d'avoir plus de sécurité dans nos villes. Donc voilà, ça c'est de façon un peu indirecte, mais vous comprenez l'idée. C'est pas une dépense que les collectivités sont contentes d'avoir et puis lâchent des chèques en blanc comme ça. Hein, c'est plus compliqué. On a aussi la prise en charge des élèves handicapés, qui est du ressort des collectivités maintenant. On a aussi la délivrance des papiers d'identité. Ça pareil, personne n'en parle, mais dans les médias locaux, on a quelques articles qui nous relatent ça. Par exemple, dans une commune, je crois que c'était entre 10 et 15 000 habitants, le fait de devoir délivrer les papiers d'identité, alors qu'avant c'était l'État qui s'en chargeait, eh bien la commune a dû recruter plusieurs équivalents temps plein. Donc c'est pas par plaisir de filer des postes à des amis et puis ce serait des postes un peu fantômes. Non, non, c'est vraiment un vrai besoin. Et donc ça explique en partie cette hausse des dépenses de fonctionnement. Mais encore une fois, ce qu'on aurait voulu avoir, ce sont des chiffres précis sur ces facteurs un peu extérieurs qui ne sont pas du fait des collectivités, et puis ce qui serait du fait d'une mauvaise gestion des collectivités dans cette hausse des dépenses, notamment en fonctionnement. Pareil, un autre chiffre qu'on n'arrive pas à avoir, c'est le coût des normes.
Alors, on a de temps en temps des rapports, bon, qui essaient de de nous fournir des chiffres, mais on navigue toujours un peu à vue, mais c'est normal, c'est assez, complexe. On a l'État et même pas que l'État, on a aussi l'Europe qui ajoute toujours plus de normes sur, le dos des collectivités. Mais ces normes, elles sont pas que juridiques, elles ont aussi un impact financier puisque pour les respecter, il faut, plus d'agents, des agents, administratifs, puisque c'est plus de temps de travail pour, fignoler des dossiers et donc mécaniquement, ça ajoute des frais. Donc on voit bien à travers, à la fois des éléments du rapport, plus des éléments qu'on peut lire dans la presse territoriale, que les collectivités territoriales, sont pas, dépensières par, nature, qu'il y a pas un manque de sérieux global des collectivités qui seraient, complètement, irresponsables et qui, recruteraient à tour de bras sans raison. Il y a des vraies raisons externes à ces collectivités qu'elles doivent assumer et elles n'ont, pas le choix. Et donc, encore une fois, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir des données chiffrées sur ces dépenses contraintes et d'avoir aussi des chiffres sur les dépenses entre guillemets inutiles ou exagérées de certaines collectivités. Et là, on pourrait agir sereinement et sérieusement. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous alerter sur le manque de données tangibles sur ce sujet complexe. On l'a vu, même une institution aussi sérieuse que la Cour des comptes peut faire des raccourcis, peut-être par manque de temps ou de moyens, ce qui serait d'ailleurs un peu ironique. Par exemple, quand elle indique que la progression des effectifs des collectivités s'explique principalement par le développement de l'intercommunalité, qui n'a pas été compensée par une baisse équivalente des effectifs des communes. Eh bien, elle met certes le doigt sur un problème d'enchevêtrement des compétences qu'il faut régler une bonne fois pour toutes. Moi d'ailleurs, je suis assez radical sur ce sujet et je prône une organisation claire par bloc de compétences et sans exception. Comme ça, on évite les chevauchements ou les doublons. Mais elle fait un raccourci en laissant croire que les communes continuent de recruter, et sans raison, puisque les intercos devraient prendre le relais. Sauf que les communes, elles doivent assumer de nouvelles charges, c'est ce qu'on a vu dans la carte mentale. Et ça, la Cour ne le prend pas en compte. Elle ne prend pas en compte non plus l'augmentation des effectifs de police municipale, plus un tiers quand même en 10 ans. Cette augmentation d'effectifs, elle se fait sous la pression de la population qui veut plus de sécurité et aussi conjointement avec le désengagement de l'État en la matière. Dans la même logique, elle ne prend pas en compte l'effet de vases communicants entre l'État et les collectivités, parce que, bah oui, plus l'État se désengage, pas que sur la sécurité d'ailleurs, plus les collectivités doivent compenser et donc dépenser. Si on veut que l'État et les collectivités dépensent beaucoup moins, en même temps, hein, les 2 en même temps, il faut, dire clairement dans quel service public on coupe. Ça ne peut pas se faire à, service public constant. Il y aura forcément des coupes. Donc à ce moment-là, il faut dire clairement: est-ce qu'on coupe dans la sécurité, dans le développement économique, dans les aides sociales, et cetera? Encore une fois, ça ne veut pas dire que les collectivités ne peuvent pas faire d'économies. Il y a plusieurs pistes qui méritent d'être approfondies, comme la chasse aux doublons et aux compétences qui s'entremêlent à plusieurs niveaux. Il y a aussi le développement de l'intelligence artificielle. Il y a également la chasse aux normes, hein, parce que les normes, on le voit, les élus locaux en parlent tout le temps. Ça nécessite de plus en plus de ressources humaines et donc financières. Il y a aussi un vrai bilan à faire, même s'il y a déjà des choses hein, qui sont faites en la matière, mais il faudra aller plus loin sur le bilan des régions et des EPCI XXL qu'on nous avait vendu à l'époque comme un moyen de faire des économies d'échelle. Mais malheureusement, ce travail, il n'est pas fait dans le détail. On a des rapports épars et incomplets par la Cour des comptes, par exemple, mais aussi d'autres institutions, mais on n'a pas de méta-analyse, si je puis dire, alors que la complexité du sujet mériterait vraiment une étude d'ampleur. C'est d'ailleurs ce qu'aurait dû être ce rapport de la Cour des comptes pour moi. Rappelons que la Constitution dit qu'elle contribue par ses rapports publics à l'information des citoyens. Et pour informer les citoyens sur des sujets complexes et importants, il faut certes faire preuve de pédagogie, mais aussi et surtout être précis, sans faire de raccourcis et sans biais. Dit plus simplement, son rôle, c'est de dresser un bilan incontestable et froid sur une question, et non pas de tirer des conséquences sur des bases contestables. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair. Attention quand même pour ceux qui passent les concours à pas aller aussi loin que ma conclusion dans la critique. Contentez-vous des critiques officielles, entre guillemets, des élus locaux. Voilà, si vous êtes interrogé là-dessus, restez sur ces positions, c'est déjà amplement suffisant, hein. Ne vous aventurez pas dans une critique de la Cour des comptes non plus. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.